Bonjour à tous. À l'occasion du passage sur Lyon d'une délégation européenne et d'une tournée européenne et mondiale du chef Raoni dans 6 pays européens et en Australie, organisée par l'Association pour la forêt vierge et qui met cette année particulièrement en avant les femmes, le Café des Lyonnes a l'immense honneur de recevoir aujourd'hui Watatakalu Yawalapiti, qui est représentante nationale du mouvement des femmes indigènes des territoires du Xingu, et qui rassemble 16 peuples autochtones en Amazonie. On va parler de la cause des femmes indigènes, on va évoquer l'objet de cette tournée européenne autour de la fin de la déforestation de la plus grande forêt tropicale au monde, et puis on va échanger bien sûr la place des femmes dans les sociétés indigènes et sur sa vision de la place des femmes et du rôle qu'elles peuvent jouer aujourd'hui en s'investissant dans le débat public. Bonjour chef Watatakalu. Alors, tout d'abord, bienvenue à ce Café des Lyonnes exceptionnel qui est en format live aujourd'hui, en présence d'une quarantaine de chanceux participants. On est accueillis au Fourvière Hôtel, qui est partenaire de l'événement, dans un site exceptionnel, un peu magique. On est dans un petit cocon en plein cœur de Lyon. Et c'est un rendez-vous que vous avez dupliqué tout au long de votre tournée européenne, puisque c'est un rendez-vous qui met à l'honneur les femmes dans le cadre d'un événement qu'on a appelé Women for the Amazon, et donc que vous dupliquez dans toutes les villes dans lesquelles vous passez. Alors, vous participez à une délégation, je l'ai dit tout à l'heure, internationale aux côtés des chefs Raoni, Tapi et Bemoro pour faire campagne pour les causes que vous défendez et pour donner de la visibilité aux femmes indigènes. Alors, vous allez nous expliquer tout cela, mais en attendant, je voulais vous présenter en quelques mots pour nos spectateurs et nos auditeurs. Vous êtes l'une des personnalités emblématiques du mouvement national pour les peuples indigènes au Brésil, et vous avez fait de la défense du droit des femmes un combat central de votre vie. Je le disais tout à l'heure, vous êtes représentante nationale du mouvement des femmes indigènes des territoires du Xingu. Vous êtes également coordinatrice des missions pour les femmes indigènes du Xingu et cofondatrice et directrice de l'ANMIGA. Alors l'ANMIGA, c'est l'Association nationale des femmes autochtones guerrières d'ascendance. Vous êtes impliquée depuis votre plus jeune âge dans la lutte pour la protection de la forêt amazonienne et la défense des droits et de la culture des peuples autochtones. Et grâce à votre père notamment, qui était un grand chef et qui a œuvré toute sa vie sur ces sujets, en particulier auprès de la FUNAI, la Fondation indienne nationale. Parmi les événements les plus marquants de votre vie, vous avez notamment participé à la conférence internationale pour le climat à Rio de Janeiro en 1992 et vous avez reçu plusieurs prix, dont l'Inspirational Award au plan international. Merci infiniment d'être présente à nos côtés aujourd'hui. Alors, on va parler de l'engagement féminin, on va parler de la place des femmes. Et première question, Watatakalu, est-ce que vous êtes une femme engagée ? Qu'est-ce que ça veut dire, être une femme engagée ? Et surtout, comment il se traduit cet engagement dans votre quotidien ? Qu'est-ce que vous avez le sentiment d'apporter à travers cet engagement ? Bonjour à tous et à toutes et à tous. Nous avons aussi des messieurs ici. Je crois que... Ah si, il y a quelques messieurs. Il y en a plusieurs. Je m'appelle Watatakalu Yawalapiti du territoire indigène de Xingu, au Xingu. C'est un honneur très grand d'être reçu par toutes ces femmes. Et nous savons toutes que pour occuper de l'espace, nous devons toujours faire de plus en plus des choses que les hommes pour être entendus. Lorsque j'ai décidé de prendre part à la lutte, pour moi, c'était presque automatique. Parce que je suis née dans le mouvement indien, mon père était du mouvement. C'était un des premiers à parler la langue des non-indiens. Et accompagner tout cela depuis ma tendre enfance m'a fait entrer dans cette lutte automatiquement. Et comme je suis un leader féminin de mon peuple, ça aussi m'a donné l'opportunité d'ouvrir des chemins qu'avant, il n'y avait pas.
Les femmes n'avaient pas de voix dans les espaces où on parlait de la culture des autres, la culture de l'extérieur. Dans la communauté, si on avait la voix, mais quand il y avait la culture du monde extérieur qui était en jeu, nous ne pouvons pas participer. Nous ne pouvons pas aller à l'école. Nous ne pouvions pas apprendre votre langue. Nous ne pouvions pas dire oui ni non lorsque nous avions un rapport à quelque chose du monde de l'extérieur. Et comme nous avions de la voix dans la tribu, dans le peuple, je me suis dit que je pourrais aussi utiliser ça en notre faveur, en faveur des femmes. Et c'est de cette manière-là que j'ai commencé à prendre part. Et aussi parce que mon père, il m'a beaucoup motivé à le faire. Mon père, je pense qu'il était féministe, mais à l'époque, on ne se rendait pas compte de ça. Il m'habillait un homme, un garçon, et ça me gênait beaucoup. Il achetait des vêtements d'homme pour moi. Et je me posais toujours la question, mais pourquoi mon père il m'habillait comme ça? Moi, j'étais une femme, je voulais porter les vêtements de femme. Et j'ai toujours trouvé les nonnes indiennes très belles et aussi vos vêtements très, très beaux. Et mon père disait que ce sont une des choses qu'il disait. C'est, est-ce que tu trouves leurs affaires belles, mais tu peux aussi les habiller avec tes propres vêtements. C'est pour ça que je travaille avec l'art des peuples originaires, l'art des Indiens, parce que vous pouvez aussi utiliser, porter nos vêtements, porter nos bijoux. C'est une chose que mon père m'a beaucoup motivé à le faire. Et pour cette histoire de vêtements masculins dont il m'habillait, il m'a dit, une fois, tu vas devoir agir comme un homme, parler aux hommes. Et souvent, à l'époque, je ne comprenais pas qu'est-ce que ça veut dire agir comme un homme. C'est parce que on ne peut pas regarder dans les yeux des hommes. Mais moi, j'ai appris à regarder dans les yeux des hommes. Pour que l'homme nous respecte, on doit le regarder dans les yeux et dire avec notre cœur ce que nous ressentons, ce que nous voulons. Et c'est comme ça que j'ai commencé à participer. Je sens que la présence de la femme, lorsqu'on parle de protection de nos forêts, de notre culture, de la lutte pour sauver notre planète, on ne peut pas faire ça sans la présence des femmes. Et c'est pour cela que je suis ici aujourd'hui, pour ouvrir les chemins. Aujourd'hui, nous avons plusieurs femmes qui font ça dans notre territoire. Alors justement, quelle place occupent les femmes Quelle place occupent les femmes justement dans les tribus indigènes des territoires du Xingu et plus largement en Amazonie? Est-ce qu'elles sont considérées aujourd'hui à l'égalité des hommes? Non, c'est pas pareil. Elles sont pas pareilles. Quelques-unes. Le rôle des femmes a toujours été dans toutes les sociétés, je pense. C'est comme ça. Le rôle des femmes, s'occuper de la maison, avoir des enfants, être une bonne épouse. Elle ne peut pas faire ci, elle ne peut pas faire ça. Il faut qu'elle fasse ce que la société pense, c'est qu'elle doit être la femme. Mais nous administrons nos tribus, nos communautés, nous éduquons nos enfants. Et quand on parle du rôle de la femme, du travail de la femme, il y a tout dedans. Passer d'une génération à une autre génération, notre culture, notre savoir, c'est une richesse inouïe que nous sommes les propriétaires de ça. Quand on dit quel est le rôle de la femme, c'est tout, c'est prendre soin. Alors, est-ce que les femmes, au Xingu, dans le territoire du Xingu, est-ce qu'elles prennent la parole comme vous le faites, sur des sujets? Est-ce qu'elles font entendre leur opinion pour éclairer une cause? Le mouvement femmes du territoire indigène du Xingu est fait par des leaders féminins des 16 ethnies. Todos sont des leaders, c'est ce qu'on appelle des chefs. En portugais, c'est cacique.
elles sont entendues. Ce sont 16 femmes, dont 16 leaders, dont 4 ou 5 femmes pour chaque peuple, pour chaque communauté. Elles sont entendues, mais aujourd'hui, on parle parmi les hommes, mais nous donnons aussi l'opportunité pour que les femmes qui ne sont pas dans des lignées de leaders, et aujourd'hui c'est ouvert pour elles aussi. Ce n'est pas nécessaire d'être un leader féminin pour donner son opinion. Ce que nous faisons aujourd'hui, moi je ne suis pas la première femme à parler en dehors de la communauté, à parler aux hommes. Moi, je suis la deuxième génération. Nous avons eu 2 femmes qui ont commencé ce mouvement, la chef Mayura et la chef Visio Kayabi, que ce sont 2 femmes de différentes ethnies qui ont commencé cela. Elles sont plus âgées que moi, mais de leur façon, à leur époque, elles ne parlent pas très bien le portugais. Mais ma génération parle bien le portugais. Et c'est pour ça que ma génération voyage. Moi, je ne sais pas parler anglais, je ne sais pas parler français encore. Mais sans doute, ma fille, elle va savoir, parce que nous sommes en train de préparer nos filles aussi pour pouvoir vous parler dans votre langue. Et ça sera différent aussi. Et quels sont selon vous les atouts des femmes pour porter des messages et prendre la parole dans le débat public? Est-ce qu'elles ont des atouts particuliers selon vous? Oui, on parle avec notre cœur. Alors, on vous présente comme la nouvelle génération héritière du travail d'alerte et de prise de conscience entrepris par le chef Raoni. Vous représentez d'ailleurs tout spécialement les femmes du territoire du Xingu, vous venez nous l'expliquer en forêt amazonienne. Pouvez-vous nous parler un petit peu de vous? Vous êtes né dans le village d'Amacaputo, en territoire indigène. À quoi a ressemblé votre enfance et vous rêviez de faire quoi quand vous étiez petite fille? Vous rêviez à quoi? Ça ressemblait à quoi votre enfance? Je pense que je rêvais de faire exactement ça. Mais c'est un grand honneur parce que dans tout le territoire indigène de Xingu, aujourd'hui, les personnes cherchent à savoir comment j'ai commencé. Et principalement, quand une femme Kayapo, le peuple de Raoni, quand elle dit qu'il veut avoir une organisation, un mouvement comme le nôtre. Et ça, je n'avais pas rêvé de ça. Ça, c'est produit parce que, bon, je pense que ça devait se faire. Mais mon rêve était étudier et être dentiste. Mais je n'ai pas étudié, finalement, parce qu'il y a des choses qui se sont passées. Je suis rentrée dans le mouvement indigène et donc je me suis concentrée, focalisée sur d'autres choses. J'ai dû laisser tomber d'être dentiste, j'ai dû laisser tomber de rester tout le temps dans la tribu et de vivre ma culture intensément pour pouvoir défendre nos droits, nos territoires, la forêt, notre culture. Plusieurs personnes doivent penser que c'est facile parce qu'on voyage, parce qu'on connaît beaucoup de choses, beaucoup d'endroits, mais on est loin de nos enfants, on est loin de notre maison, de notre rivière, de nos aliments, parce que c'est différent ici. Alors, mon rêve d'être dentiste et vivre dans la tribu tout le temps, d'être tout le temps, tous les jours avec ma famille, ça ne s'est pas produit. Je ne suis pas allée à l'université dans votre culture, mais je suis allée à l'université de ma culture, qui est le mouvement des peuples originaires. Mon prof, c'est Raoni, David Kopenawa, Kamayura. Joenia Wapichania, c'est une avocate indigène qui aujourd'hui est présidente de la FUNAI. Notre
Je me suis focalisée sur d'autres choses. Mon université, ça a été Brasilia, les ministères, où j'apprends beaucoup, où nos chefs des 16 ethnies sont présents. C'est un lieu où j'ai appris beaucoup de choses. Et pour moi, c'était beaucoup plus intéressant que d'aller à l'université. Je voulais remettre votre casque. Alors, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, je crois que votre père a eu une influence considérable sur la femme engagée que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi, comment s'est concrétisée cette influence ? Mon père était un fonctionnaire de la FUNAI, la Fondation pour les Indiens. Il recevait beaucoup de monde chez nous, y compris Jean-Pierre, les gens de la FV, l'Association de la Forêt Vierge, et beaucoup d'autres personnes. Il faisait en sorte qu'on participe. Je participe de tout le travail de présentation depuis toute petite. Parce que dans ma culture, les filles aînées doivent représenter notre peuple. Alors, mon père m'a toujours motivé beaucoup à parler avec les gens depuis petite. On me traitait comme une grande, comme une adulte. Je n'ai pas eu une enfance de jouet comme les autres enfants. Depuis très très jeune, je faisais déjà cela dans ma culture. Mais quand j'ai commencé à participer du mouvement indigène, j'étais déjà un petit peu plus grande. Ma première conférence, c'était en 92 à Rio, et j'imaginais pas que j'allais continuer à faire ça après 92. Et aujourd'hui, je participe des COP, des conférences du climat aussi, et plusieurs autres sujets. Mais c'est parce qu'il voulait, et ma mère, elle ne voulait pas. Ma mère voulait que je me marie, que j'ai des enfants. Alors, c'était tout le contraire. Alors, il m'a beaucoup motivée. Il disait que je devais y aller, que je devais prendre la parole. Il disait, regarde, il y a des femmes qui parlent comme des hommes. Et il me disait ça comme les hommes, tout le temps, parce que dans notre culture, c'était les hommes qui parlaient au milieu de la tribu. Et il voulait que je fasse ça. Mais j'ai compris beaucoup plus tard, quand j'étais déjà une adulte, et j'ai commencé à participer à des conférences. Mais j'avais honte de parler en public. Parce que cette insécurité que les hommes nous donnent, je pense que c'est normal. J'avais peur de commettre une faute si j'allais parler devant le public. Et du coup, ça me faisait peur. Mais quand j'ai commencé à participer, je parle beaucoup, je vous avertis, donc j'ai pas eu beaucoup de difficultés après pour parler. Parce que je parle comme un perroquet. Et parler au nom des femmes, quand j'ai vu l'importance de parler au nom des femmes, pour les femmes, et d'autres femmes me regardent et disent « Waouh, elle a dit exactement ce que je voulais dire ». Et ça m'a aussi motivée. Alors, justement, quel a été votre parcours pour arriver aujourd'hui à être la représentante du mouvement des femmes des territoires du Xingu, et en quoi ce rôle impacte-t-il votre vie quotidienne ? Vous l'avez dit un petit peu, mais j'aimerais que vous développiez. Dans ma culture, je le fais déjà, comme je vous ai dit, mais pour le mouvement des femmes du Xingu, comme je vous ai dit, mon père avait beaucoup d'amis. Et dans l'adolescence, on a organisé... En fait, c'était des non-indigènes qui ont organisé cette rencontre de femmes pour nous, la première rencontre des femmes indigènes. Et donc, il fallait écouter, c'était pour parler de santé, la santé de la femme.
À cette époque, on m'a demandé pour venir interpréter ce que les sages-femmes, celles qui connaissaient les médicaments, les plantes, qu'est-ce qu'elles parlaient. J'étais la seule pour traduire du portugais ou vers le portugais. Mais elles n'arrivaient pas à parler très bien. Elles n'arrivaient pas à transmettre vers les noms indigènes. Donc, j'ai commencé à participer aussi de cette discussion. Et l'année d'après, on a fait une autre rencontre, encore pour parler de la santé de la femme, la santé des enfants. Mais je sentais que c'était nécessaire de parler d'autre chose. Lorsque les non-indigènes arrivaient sur nos territoires, nous étions filmés parce qu'on ne s'habille pas. On est nus dans la tribu. Et souvent, je voyais qu'on était filmé sans qu'on aime d'être filmé. Ça nous gênait d'être filmé. Et il fallait qu'on parle de ça aussi. Et qu'on devait décider qu'est-ce qu'ils avaient le droit de filmer parce que ce sont nos corps. Et nous avons commencé à parler de l'image, de la violence que des femmes souffrent dans la communauté, quand on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on en parle, mais avant, on n'en parlait pas. C'est un tabou encore. Je pense dans toute la société, c'est un tabou, mais dans la mienne, un mari qui bat sa femme, on ne peut pas parler parce que c'est la femme qui avait tort. C'est toujours la femme qui a tort. C'est toujours la femme qui ne peut pas. Alors, j'ai commencé à prendre part à cause de ça aussi, parce que les personnes pouvaient m'entendre parce que j'étais un leader féminin de mon peuple. Et que si je commençais à discuter, à parler de ces genres de sujets pour ce type de rencontre, les gens allaient m'entendre. Pas parce que, elle est un leader féminin de ce peuple-là. Non, parce que ça avait à voir avec ma famille, c'était un rapport avec les leaders masculins de ma famille, donc je pouvais utiliser cette position que ma famille avait pour parler de ça. Et s'il faut taper quelqu'un, ça aurait pu être moi. Et que si on me battait, on était en train de frapper aussi mes parents. Mais personne ne voulait se battre ou battre ou frapper mon père ou d'autres personnes de ma famille. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à participer. Je voyais aussi beaucoup de personnes qui parlaient pour nous, parlaient à notre place. Un anthropologue qui parlait comment est la vie de la femme indigène. Elle est soumise, elle est ci, elle est ça. Mais non, de quoi il parle? Nous avons des situations, pas parce que nous voulons dire, mais la femme indigène, elle accepte tout. Non, c'est pas vrai, on n'accepte pas tout. Et pour cela aussi, j'ai commencé à prendre la parole, parce qu'on parlait à notre place, on décidait à notre place. Et en 2000, je participais déjà beaucoup, mais en 2018, une femme de mon territoire a été amenée à la conférence de l'ONU pour représenter, nous, les femmes de Xingu. Mais cette femme, elle n'habite pas dans la tribu, elle habite à São Paulo, la plus grande ville du Brésil. Et le président de la République à l'époque l'a amenée parce qu'elle pense différemment des femmes indigènes qui habitent la forêt. Elle dit il faut qu'on se modernise, il faut qu'on exploite le territoire. Tout ce que votre culture veut qu'on fasse, mais ce n'est pas une pensée indigène. C'est là que j'ai dit aux autres femmes qu'on devait s'organiser parce qu'il y avait des gens qui parlaient à notre place et que ce n'était pas vrai ce qu'on disait. Et c'est comme ça qu'on a organisé le mouvement des femmes du territoire du Xingu. On a créé un outil. Je suis coordinatrice de ce groupe. Les femmes ont choisi qui étaient les femmes qui seraient devant dans cette coordination parce qu'elles croient
que, comme nous qui étions dans le mouvement déjà, que nous allions faire un bon travail pendant 2 ans à la coordination, sans fuir de ce que les femmes du territoire voulaient. Juste une seconde, je continue. Et donc, je suis restée 2 ans, cette période-là. Et après les 2 années, on s'est réunis. Il y a une assemblée des femmes qui a lieu tous les ans où nous évaluons le travail du mouvement. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on parle de ça. Et tout ce que nous faisons pendant 3 ans est décidé lors de l'assemblée, que des femmes. C'est une réunion uniquement de femmes. Ce sont 500 femmes de 16 ethnies et nous discutons. Et la femme, elle ne dit pas après, elle dit comme ça, elle dit devant toi, j'aime pas, t'as fait ça, tu peux pas faire ça, c'est pas correct. Le travail, il faut qu'il soit fait de cette manière-là. La femme est plus sincère. Elle ne garde pas. Et je crois que c'est pour ça que notre travail marche bien dans notre territoire. Et nous qui faisons partie de la coordination, on est là pour entendre les femmes, pour les écouter. On les écoute et on fait ce qu'elles veulent. Bien sûr, si c'est en dehors de l'objectif, on dit non, c'est pas tout à fait comme ça, on se réorganise. C'est ça notre rôle. Et c'est très important, la participation des femmes, parce que tout le projet dans les tribus ne vient pas de la tête de juste les leaders. D'abord, on entend, on écoute ce que les femmes veulent et on exécute, on met en pratique après. Parce que dans notre culture, c'est comme ça. Le chef, il ne donne pas des ordres au peuple. Il s'occupe du peuple. Il prend soin du peuple. Et c'est comme ça qu'on essaye d'agir dans l'association aussi. Alors, justement, comment vous êtes arrivé à faire partie de la délégation aujourd'hui des chefs Raoni, Tapi, Bémoro qui vient en Europe faire cette tournée de sensibilisation? Comment vous vous retrouvez à être intégré et à représenter les femmes au sein de cette tournée? J'ai été invitée. J'ai reçu une invitation de l'association AFV. Ils ont discuté entre eux et ils sont arrivés à la conclusion que la femme qui viendrait avec eux, cette fois, c'était moi. J'ai beaucoup réfléchi avant d'accepter parce que c'est une délégation de chefs, des hommes. Et je savais qu'à plusieurs endroits où on allait se rendre, je serais vue en dernier, un dernier lieu. Et c'est vrai que c'est en train de se produire, mais je trouve ça intéressant. J'aime bien percevoir ces choses-là. Parce que c'était une autre femme, peut-être qui aurait dit « je m'en vais, je ne veux pas faire de la figuration ». Mais moi, j'aime ce défi d'être la dernière à côté des hommes. Et je ressens aussi cette insécurité de leur part, ce manque d'assurance, parce qu'ils essayent de s'occuper de moi et prendre soin, et parfois ils font des bêtises et ils sont pas très sûrs d'eux. Dans une rencontre comme ça de femmes, ils sont dans un petit coin. Mais lorsque j'ai été invitée, pour moi, c'était un honneur savoir que j'allais voyager avec le chef Raoni, parce que pour nous, le grand défenseur de tout le temps de la forêt, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est inspiré de ce qu'il a fait, de sa vie. Et ce n'était pas une indication de mon peuple qui a donné mon nom. C'était une invitation de l'AFV. Raoni a donc parlé au mouvement des femmes du Xingu en disant « J'aimerais une femme
pour nous accompagner dans notre délégation. Lorsque j'ai été invitée, j'en ai parlé à mon peuple dans une réunion de l'Assemblée des 16 ethnies. J'ai dit que j'avais été invitée et j'ai demandé si je pouvais venir. Parce que je ne voulais pas venir en Europe sans que mon peuple ne soit au courant. Parce que si je suis ici au nom de, si je représente, c'est pas que moi, Watakakalu, qui est là. C'est toutes les femmes. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici. Avant, il y a une femme qui était venue. Je sais pas comment elle est venue. C'était une femme qui n'était pas du mouvement indigène. Ils ont pensé, il faut qu'on trouve une femme. Et ben voilà, ils ont pris une femme. Mais cette fois, c'était pas pareil. Ils ont consulté le mouvement et sont arrivés à la conclusion que j'étais la personne la plus indiquée pour marcher avec eux en Europe. Alors justement, vous conduisez actuellement cette tournée, vous l'avez dit, avec les chefs Raoni, Tapi et Bemoro, pour sensibiliser l'opinion publique sur la protection de la forêt amazonienne et les peuples indigènes. Pourquoi c'est important de venir en Europe nous parler de la forêt amazonienne? Est-ce qu'elle est toujours en péril? Et est-ce que la situation n'évolue-t-elle pas favorablement? Venir faire une campagne, parler de la protection de la forêt, de la planète, des territoires indigènes ici en Europe, c'est parce que vous êtes la puissance mondiale. Les non-indigènes qui sont au Brésil, ils sont tellement ignorants. Dans les villes où je suis passée, au Portugal, en Allemagne, il y a beaucoup de descendants là-bas. Et je n'ai pas vu des non-indigènes avec la même pensée qu'on a là-bas au Brésil. Bien sûr, il doit en exister, mais c'est différent. Les non-indigènes du Brésil, ils sont ignorants. Ils donnent beaucoup de valeur aux Européens. Tout des Européens est bon pour eux. Donc, parler, entendre les peuples européens au Brésil, il y a une grande influence. C'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui. Parce que quand vous donnez de la place, de l'espace, pour nous, on montre que l'Europe est inquiète, préoccupée sur la forêt, sur les changements climatiques. Les non-indigènes du Brésil, ils vont vouloir faire quelque chose de semblable avec ce que vous faites en Europe. Parce qu'ils aiment un autre pays, c'est incroyable ça. Ils donnent plus de valeur à un autre pays étranger, à un autre peuple, que eux-mêmes. Ils n'ont pas idée de la richesse que ça représente notre pays. Je cherchais même, est-ce qu'en Europe, il n'y a pas des gens, des mendiants dans les rues? Parce que vous prenez soin de votre peuple mieux que les gens au Brésil. Donc, votre influence fait vraiment la différence pour le peuple brésilien et pour mon peuple aussi. Notre planète est en train de mourir. Les seules forêts aujourd'hui dans le monde sont les réserves naturelles, les territoires indigènes, et nous avons besoin d'aide pour prendre soin de ces forêts. Parce que nous, seulement nous, tout seuls, on n'y arrive plus. Et nous avons besoin de l'appui de chacun d'entre vous et principalement des femmes, parce que nous sommes des mères des enfants que demain vont diriger nos pays, qui seront dans les universités, les professeurs, les scientifiques. Le rôle de la femme est très important dans la construction d'un changement de paradigme de la forêt dans l'esprit de chacun. Les adultes ne vont pas changer, peut-être qu'ils peuvent faire des efforts, mais notre rôle, c'est
préparer les adultes de demain, les élever. C'est très important et c'est aux femmes de le faire. Je ne sais pas si vous connaissez l'Amazonie. Il y a des gens qui disent « Ah, l'Amazonie ci, l'Amazonie ça ». Mais l'Amazonie est malade aussi. L'Amazonie est en train de brûler, la forêt est arrachée, elle est envahie. Quand l'AFV fait ce travail depuis les années 80 déjà. Plusieurs personnes peut-être ne comprennent pas le travail de l'association Forêt Vierge, mais seulement du fait qu'ils amènent nos chefs ici en Europe pour parler de ça. Vous imaginez imagine si les gens ne connaissaient pas Raoni. Le rôle de l'AFV d'amener Raoni vers le monde entier a donné une grande visibilité à l'Amazonie. Et pourquoi les Brésiliens regardent Raoni, regardent l'Amazonie aujourd'hui? Parce qu'ils savent que vous, les Européens, sont en train de discuter avec nous sur ces sujets-là. Vous êtes nos premiers alliés. Alors, quel conseil vous donneriez aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui et qui n'osent pas porter un projet, porter une cause, s'engager, défendre quelque chose qui leur tient à cœur? Quel conseil vous leur donneriez pour qu'elles le fassent? Alors, il faut mettre les pieds par terre pour pouvoir choisir sa cause. Il y a tellement de causes à être défendues aujourd'hui. Mais la première cause est celle qui est peut-être la plus importante, c'est notre maison, la planète. Et parler de la protection de la planète, ce n'est pas les peuples originaires, c'est l'air que nous respirons, c'est l'eau que nous buvons. Dire qu'un jour elle peut se réveiller et il n'y a plus d'eau au robinet. L'eau pour se laver. Nous avons besoin de revoir ce qui est en train de se passer dans le monde. Et n'importe quelle cause que la femme choisira va sans doute arriver aux questions de l'environnement. Alors, il y a une question traditionnelle dans le Café des Lyonnes que je pose à toutes les invitées. C'est si vous aviez une baguette magique, quelle serait la mesure que vous prendriez pour que les femmes s'engagent et s'investissent plus dans le débat public? La première chose, c'est le empowerment, parce que nous avons une force très très forte, nous les femmes. Nous dominons. Les hommes, s'ils veulent ou pas, nous les dominons. Regardez nos maris, pour nous, ce qu'ils font. Alors nous dominons le monde. Nous avons la connaissance de tout. Si vous pensez bien, nous nous réveillons le matin, nous faisons des milliers de choses dans une journée, pendant que les mecs, ils dorment. Alors, ils se lèvent, tu as déjà fait le café, tu as déjà rangé la maison. Alors, lui, il prend le café, il s'occupe de lui tout seul, et nous, on s'occupe de toute la maison et de tout le monde. On a déjà éduqué l'enfant, on a déjà mis les habits, envoyé à l'école. Alors, la première chose, c'est se regarder soi-même et le pouvoir que chaque femme a à l'intérieur de soi. C'est la peur de parler ou de dire ce qu'on pense. Il faut le travailler petit à petit parce que nous avons ce pouvoir, chacune à sa manière. Nous nous complémentons les unes aux autres et nous pouvons changer toute la situation du monde, tout ce que nous vivons aujourd'hui, les femmes indigènes, les femmes non indigènes. Nous sommes dans une période de transition où on ne dit plus les femmes blanches parce qu'on ne veut plus utiliser ce mot. Parce que blanc, ce n'est pas nous qui avons dit, c'est le blanc qui a dit qu'il était blanc.
qui a mis ce mot dans notre bouche. C'est pour ça que nous ne parlons plus des femmes blanches. Nous disons des femmes non indigènes ou peuples non originaires. Ouattata Kalou, on arrive au terme de cette émission. Je voulais vous remercier infiniment de votre présence à nos côtés ce matin. On est très honorés de vous avoir reçu. Je parle au nom de toute l'équipe des Lyonnes et évidemment des participants ce matin. Je voulais également remercier le Fourvière Hôtel qui a été partenaire de cet événement et puis naturellement toute l'équipe d'organisation lyonnaise du comité qui a organisé votre venue parce que vous avez été le premier rendez-vous de l'étape lyonnaise. Donc comme quoi les femmes sont bien à l'honneur en tous les cas. À Lyon, on a fait en sorte que les femmes soient à l'honneur dans votre tournée lyonnaise. Je voulais remercier Céline Mazara qui nous a fait le plaisir d'illustrer nos propos par une fresque qu'on va découvrir tout à l'heure et évidemment remercier tous ceux qui ont permis à ce Café des Lyonnes de se faire en live, l'interprète Tatiana Junquera qui est avec nous et puis toute l'équipe qui m'entoure. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce Café des Lyonnes. J'espère qu'il vous aura plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne semaine!